Donc, bonjour à nouveau. Donc, ce matin, c'est vraiment une matinée spéciale. On a un invité avec nous qui va venir raconter son témoignage. Vous savez, il y a quelques semaines, on vous a partagé quelques transitions qu'on veut proposer avec les différents pasteurs ici à l'Église, dont une de ces transitions-là qui me touche personnellement. Il y a en fait, depuis qu'on vous a présenté cette vision de saturer Gatineau de l'Évangile en parole et en action, Dieu a vraiment mis sur mon cœur de participer à cette vision-là en travaillant avec les différents groupes, avec ce désir de partir des groupes en mission qui vont partager et vivre l'Évangile dans la communauté de Gatineau. Et ça fait peut-être au moins un an qu'on parle de ce désir, de cette transition-là. Mais s'il y a une chose qui était certaine, c'est que pour nous, on est une église de famille et le ministère de la jeunesse est un ministère vraiment important. Et on voulait pas juste comme changer mes responsabilités sans avoir une transition à la jeunesse, sans que on ait quelqu'un pour s'occuper de nos ados avec notre équipe de leaders. Et il y a eu il y a quelques mois, en fait, peut-être 2 mois, je suis vraiment mauvais avec les dates, désolé, mais je faisais du jogging, puis là, je me mettais à penser au groupe en mission, puis qu'est-ce qu'on allait faire pendant l'année. Je rêvais à l'année qui était devant nous, et à un moment donné, j'ai dit, j'ai vraiment besoin de trouver un remplacement pour quelqu'un pour s'occuper de la jeunesse, parce que je pourrais pas faire ces 2 ministères-là comme ça à temps plein. Et puis, juste en finissant mon jogging, je reçois un appel d'un de mes amis, puis je lui dis juste en blague comme ça, parce que moi, je suis comme en train de réfléchir puis en train de rêver. J'ai dit « Hey, est-ce que ça tente de venir t'occuper de la jeunesse à Gatineau? » Puis c'était pas un offre, c'était rien, j'avais parlé de ça à personne. Et puis cet ami-là, c'était Sergei Lee qui me dit « Hey Dominique, il dit ça fait quelques semaines que je parle avec ma femme de mon désir de m'impliquer auprès du ministère de la jeunesse. » Et puis là, c'était vraiment comme, OK, là, on a commencé à rêver ensemble. Et puis, aujourd'hui, je l'ai présenté à l'équipe pastorale. On a appris à le connaître à l'équipe pastorale. Le Conseil des anciens a appris à le connaître aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je suis vraiment excité de vous le présenter. Sergei Lee, qui va venir présenter son histoire, son témoignage pour que vous puissiez aussi apprendre à le connaître. Alors, Sergei, tu peux venir nous rejoindre et merci d'être avec nous ce matin pour nous raconter ton histoire. Donc, bon temps à tous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi aujourd'hui, on va juste faire une petite vidéo. Là, vous comprenez les défis des enfants. Ça fait quelques minutes qu'on est déjà ici. On voulait juste vous dire un petit bonjour de la part de la famille. Ma femme va se présenter. Bonjour, je m'appelle Kelsey. Je viens de New York. On a 2 enfants, James puis Olivia. James qui nous say hi publiquement. On espère vous voir bientôt. On a aussi un petit chien, Sushi. Ouais. Sushi. Hein? James, est-ce que tu aimes Sushi? Ouais. James a 25 mois et Olivia 7 mois. Donc, moi, je vais être sur place, donc on va se voir dans quelques instants. Mais sinon, on voulait juste vous dire un petit bonjour de la famille. Bon matin, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait déjà quelques semaines qu'on prépare tout ça. Ma femme, mes enfants voulaient venir assister avec nous à la célébration, mais avec la pandémie, puis juste toute la zone d'enfants, on n'était vraiment pas sûr. Puis James, comme vous pouvez voir, ça a tout pris pour faire cette vidéo-là. On l'a mis dans une poussette, on l'a attaché, parce que quand on l'a essayé à la maison, au salon, c'était vraiment pas facile. Ce matin, j'ai vraiment la chance de partager un peu mon histoire, mon parcours, qu'est-ce qui a amené que je sois ici aujourd'hui avec vous ce matin. Puis vraiment, je voudrais juste remercier toute l'équipe pastorale, le conseil, d'avoir pris ce temps-là de discernement ensemble pour
nous amener aujourd'hui. C'était vraiment, je pense que c'était sain. C'est la première fois de ma vie que je prends autant de temps pour prendre une décision ou faire partie d'un processus de décision comme ça. Et ce matin, je veux juste partager mon histoire parce que c'est toute une histoire que plusieurs personnes peuvent se poser la question. Tu t'appelles Sergueï, tu as un nom russe, tu as un nom de famille coréen, mais tu as une face asiatique, mais tu parles québécois. Je peux vous dire, toute ma vie, ça me suit encore aujourd'hui dans les entrevues avec des gens ou des gens que je rencontre pour la première fois, qui me parlent au téléphone, mais qui ne me voient pas. Ils ont toujours une belle surprise quand j'arrive. Mais j'aimerais juste je vais commencer avec le début, puis je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui a motivé toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Florian, tu peux me montrer la première photo. Ça, c'est moi et ma femme. On s'est mariés il y a 3 ans déjà. Il faut vous dire, 3 ans, 2 enfants. Nous autres, on n'y aise pas avec le temps, le plus vite possible. Puis, on s'est mariés aux États-Unis. Ma femme est américaine. Elle vient des Adirondacks, dans le coin de Schooner Lake. Je ne sais pas si vous connaissez. Je pense que vous faites des sorties ici, les hommes et les femmes des Adirondacks. Ma femme, quand elle a entendu ça, elle s'est dit, bientôt, un jour, quand les frontières vont être ouvertes, on va peut-être y aller et prendre une sortie dans les sentiers. Parce qu'elle aussi, ça fait longtemps qu'elle n'est pas retournée. Et la prochaine photo, c'est moi et ma petite famille. Ça, c'était 2 semaines après que Olivia soit née. 1 semaine avant que la pandémie commence. On a ma belle-sœur, la sœur Kelsey, est venue prendre des photos. Donc, c'est ça, moi, on avait un plan de prendre le congé parental pour visiter de la famille, visiter des amis, aller aux États-Unis. Puis là, 1 mois dans le congé parental, la pandémie est arrivée. Je vais vous raconter ça bientôt. Tu peux mettre un blank, Florian, si tu veux. Là, tu révèles des punchs qui ne sont pas supposés. Donc, pour ceux qui se demandent, moi, je suis né au Kazakhstan. C'est un pays, un ex-pays de l'Union soviétique, juste au sud de la Russie. J'ai un petit cours de géographie ce matin. Dans le fond, au Kazakhstan, il y a une grosse population coréenne à cause de la guerre de Corée qui est arrivée. Il y a une guerre de Corée qui s'est passée dans les années, peut-être des historiens, je ne m'en souviens pas vraiment, mais dans les années 50, je crois, qui s'est passé. Donc, un gros exode de Coréens sont arrivés en Union soviétique, mais arrière-grands-parents ont fait partie de ça. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, par chance, mais ma famille sort de la génération du réveil qui s'est passé dans les années 1800 en Corée du Sud. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Je pense qu'on est la 5e génération de chrétiens avec moi. Donc, je suis né au Kazakhstan et avant d'arriver au Québec, on a fait un petit détour en Belgique pendant 3 ans et demi dans le fond, c'était comme un rêve pour mes parents d'habiter en Europe ou en Amérique du Nord. Et là, quand ils ont eu la chance, ils ont fait les étapes, ils ont déménagé. Et c'est encore un grand mystère pour moi, comment est-ce qu'une famille d'immigrants arrive en Belgique avec zéro connaissance du français, puis mes parents ils ont appris le français comme ça. J'ai été vraiment surpris. Moi, je ne m'en rappelle pas, j'avais 5 ans à l'époque. Donc, pour moi, ma première langue, c'est toujours été le français. Mais à la maison, on a toujours parlé russe. T'es arrivé au Québec, j'avais 8 ans. Puis on a eu, par chance, on s'est établi dans la banlieue de Montréal, à Mascouche. Donc, j'étais le seul Asiatique pas mal toute ma vie à l'école, dans mon quartier, au secondaire. C'était vraiment... c'est ça que j'aimerais vous parler un peu ce matin. L'un de mes plus gros défis de jeunesse, toute ma vie, c'était quand les gens me posaient la question « Tu viens d'où? Tu viens d'où, Sergueï? » Et pour plusieurs, aujourd'hui, ici, c'est une question très simple à répondre. Je viens du Québec, je viens de Matane, je viens du Saguenay, tout ça. Mais pour moi, c'était vraiment pas si simple que ça. À chaque fois qu'ils me posaient la question, je faisais face à comme un dilemme dans ma vie. Qu'est-ce que je leur dis? Parce que je suis un Coréen, né au Kazakhstan, qui habite à Mascouche. Puis je parle québécois, tu sais. J'ai toujours eu des crises identitaires dans ma vie à cause de ça. C'était, puis pour mes parents, tout le temps, ce qu'ils disaient pour simplifier les choses, c'est qu'on est russe. On est russe avec une face de Coréen. Très simple, right? Donc, c'était ça un peu qui motivait ma vie, de trouver mon identité, de trouver je suis qui, moi, vraiment. Parce que c'est tout un défi quand quelqu'un te pose « Tu viens d'où? » puis tu ne sais pas vraiment quoi répondre. Ou tu le sais, mais comme tu ne veux pas embarquer dans une conversation de 25 minutes pour l'expliquer qu'est-ce que tu fais ici vraiment. Fait que moi, je leur disais, je suis un Coréen.
Je suis un Coréen, mais je ne parle zéro coréen. Je ne connais rien de la Corée du Sud. J'habite à Mascouche, puis j'étais un Québécois. Fait que je me mentais un peu à moi-même, mais c'était la question, la réponse simple à dire. Et cette crise identitaire dans ma vie, elle a propulsé beaucoup de mes décisions, de mes actions, parce que ce que je faisais tout le temps, ben, c'était, vu que je n'étais pas capable de trouver mon identité dans qui j'étais, dans ma nationalité, dans mon identité de citoyen, de passeport, ben, je me retrouvais dans ce que je faisais, dans mes actions, dans le sport. C'était quelque chose qui me drivait beaucoup. Je me disais, moi, je suis un joueur de basket, je suis un joueur de soccer, je suis un joueur de foot. Donc, j'ai fait tous les sports de ce monde parce que je me cherchais beaucoup. Je me cherchais dans ce que je faisais. Et ça m'a amené à prendre plusieurs décisions, souvent mauvaises, souvent des décisions qui me laissaient vide de sens parce que je me disais, si je gagne le championnat au basket, là, je vais me sentir comme là, je vais trouver mon identité et là, je vais savoir je suis qui vraiment. Et comme de fait, c'était des mensonges. J'arrivais insatisfait. Je continuais à rechercher mon identité parce que là, je pensais que c'était ça, mais ce n'était pas vraiment ça. Ça a tout teinté mon adolescence jusqu'à temps que je quitte mon nid familial pour aller étudier à Saint-Georges-de-Beauce. Pour ceux, je pense ici, vous connaissez un peu la Saint-Georges, vous avez fait plusieurs J'aime mon voisin avec eux. Moi, je me suis dit, je vais me mélanger encore plus, je vais aller vivre en région à Saint-Georges. Puis dans le fond, c'était comme pour moi aussi, encore une recherche d'identité. Je vais être un joueur de foot au niveau collégial, puis je vais aller performer, puis je vais aller jouer universitaire, puis je vais essayer de percer là-dedans. Donc, là, j'ai 18-19 ans, j'arrive, je vis pour la première fois tout seul de toute ma vie. Je me retrouve dans le foot, dans mes amis, tout ça. Mais encore une fois, ça me laisse vide, ça me laisse insatisfait. Je me recherche encore, il y a quelque chose qui me manque. Et je pense que c'est vraiment là que moi, j'ai pu aller chercher quelque chose que c'est la première fois que je faisais ces étapes-là dans ma vie, de dire, mais je suis qui vraiment? Je suis qui vraiment, moi, Sergueï Ly, dans ma résidence à Saint-Georges? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi est-ce que je suis ici? C'est toujours ça mes questions. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais en ce moment? Et moi, j'ai grandi dans une jeunesse à Taron-Mascouche qui avait aux alentours de 60 à 80 jeunes par semaine. Et dans ma tête, vu que c'était ce que je voyais à tous les jours, à toutes les semaines, c'était la normalité dans les églises du Québec d'avoir des grosses jeunesses. Donc, quand j'ai déménagé à Saint-Georges, on a une belle église là-bas. J'ai contacté Silvio, le pasteur de l'église, et j'ai dit, ces 40 prochaines jeunesses, j'aimerais ça y assister. J'aimerais ça y aller. Puis là, il dit, c'est samedi matin. Je dis, pourquoi est-ce que vous faites ça un samedi matin? C'est vraiment bizarre comme heure. Mais il dit, c'est un samedi matin, je vais venir te chercher. Je dis, pas de problème, ça va me faire plaisir. Moi, je suis un joueur de foot pour l'équipe collégiale. C'est comme le gros event qui se passe. Fait que les joueurs de foot sont comme, les gens nous connaissent, on passe à la radio, on passe dans les journaux, tout ça. Et là, je vais à la jeunesse le samedi matin. Et dans ma tête, je m'attends à une grosse jeunesse. Je m'attends à ce qu'il y ait 75 jeunes, là. Mais là, il m'amène, je ne sais pas si vous connaissez Saint-Georges. Saint-Georges, déjà, c'est loin. Mais là, je fais 25 minutes au nord de Saint-Georges. Je ne me rappelle même plus le nom de la ville. Je sais juste que c'était bien des rangs, puis il n'y avait pas de signal, il n'y avait pas de réseau cellulaire. Et je fais, qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Puis on arrive dans une maison d'une famille où il y avait 5 filles et 2 gars. Et là, j'arrive, puis je dis, mais sont où les autres? Puis je dis, c'est ça, les autres. Et j'ai fait comme, wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de jeunes? Sont où? Est-ce qu'ils ne vont pas venir? Parce que, par statistique, il y avait peut-être 35-40 jeunes dans l'Église, mais il n'y avait vraiment rien de formel pour faire le ministère pour eux. Donc là, j'ai commencé à retrouver comme une identité dans, hey, là, on va partir de la jeunesse, on va faire quelque chose pour eux. Là, je commençais à me retrouver dans, on va faire quelque chose, puis là, je vais être responsable jeunesse. Je vais vraiment trouver de la satisfaction là-dedans. Et encore une fois, ça me laisse insatisfait. Je deviens responsable jeunesse, on fait quelque chose, on établit de quoi, on a un comité, tout ça. Mais encore là, je me retrouve insatisfait, je me retrouve à aller chercher quelque chose d'autre, de plus loin, de me dire, il manque quelque chose encore à tout ça. Je me sens vide encore. Et c'est vraiment là que j'ai pu, je pense, comprendre l'Évangile
pour la première fois de ma vie, à ce niveau-là, pour moi, avant l'Évangile, c'était juste, Jésus est mort à la croix, puis il est ressuscité. Puis ça n'a jamais été quelque chose qui m'imprégnait vraiment, puis que je pouvais mettre mon histoire dans l'histoire de l'Évangile. Mais j'ai 18 ans, je suis en région, je me repose plein de questions dans ma vie. C'est toujours comme, pourquoi est-ce que je fais les choses? C'est quoi le but de la vie? Et là, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve à un dilemme à dire, OK, mais c'est quoi vraiment l'histoire de Dieu dans tout ça? C'est quoi le but de tout ça? Et c'est vraiment là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que Jésus avait fait à la croix pour moi. C'est là que j'ai pu comprendre que mon identité, elle ne devrait pas se retrouver dans les choses que je fais, dans mes performances, dans mon contexte. Parce que si mon identité, puis comment je me sens, est toujours relié à mon contexte, ce contexte-là, s'il change, ça va me blesser, ça va me laisser insatisfait, ça va me décevoir. Et là, quand je repense à la croix, à l'Évangile, à Jésus, je me dis, qu'est-ce que l'histoire de Jésus comment est-ce que ça peut m'aider aujourd'hui dans ma vie? Et j'ai écrit une phrase hier soir qui décrit vraiment bien le sentiment que j'ai eu dans cette année de transition assez importante dans ma vie. Dans le fond, c'est Jésus, à la croix, il a délaissé son identité de fils de Dieu et à la place, il a expérimenté le rejet et la mort que moi je méritais pour que moi, je puisse recevoir l'identité du Fils de Dieu et être aimé à jamais par Dieu. Puis que mon identité puisse être centrée, puis juste à jamais être ancrée dans ce que Dieu dit, dans comment est-ce que Dieu me voit, comment est-ce que Dieu m'accepte. Puis rien que ce que je peux faire aujourd'hui sur cette terre peut diminuer cet amour-là de Dieu envers moi. Quand j'ai compris ça, quand j'ai cette vérité-là rentré dans mon cœur, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout ce que je faisais, sur toutes les quêtes de sens d'identité que je courais après. Et pour vrai, mon identité a toujours été reliée à mon contexte de vie, à ce que je vivais, où est-ce que j'étais, qui j'étais. Mais là, pour la première fois de ma vie, je me sentais bien. Je me sentais posé. Je me sentais, OK, je suis dans la volonté de Dieu en ce moment. Et c'est là que j'ai eu mon premier appel, je pense, au ministère. Parce que j'étais comme, si moi je vis ça, avec ce domaine-là, je pense que l'Évangile peut répondre à plusieurs autres problèmes, plusieurs autres réflexions que les jeunes ont. Parce que pour moi, ça a toujours été important de m'investir avec les jeunes à prendre soin d'eux dans cette phase de vie-là. La jeunesse, pour moi, ça a été toujours comme la bébite un peu bizarre dans l'Église ou dans la vie. C'est au secondaire, les enfants, ils rentrent à 12 ans, c'est des enfants encore, ils n'ont rien connu de la vie. Ils sortent du secondaire 5 à 17 ans comme des adultes. Et c'est assez fou. Il y a comme quelque chose qui se passe dans ces 5 années-là, la puberté, tout ça, mais il y a comme vraiment des crises identitaires, des crises de foi, il y a tout plein de choses qui se passent là-dedans. Puis pour moi, c'était important de m'investir là-dedans. Donc là, je suis dans les 5 dernières années de ma vie. On vient de faire 20 ans en 10 minutes. Les 5 dernières années de ma vie, en 2014, j'ai lâché le foot, puis j'ai décidé de m'investir dans le ministère. Je me suis dit, il faut que j'aille étudier, il faut que j'aille voir, il faut que j'apprenne, il faut que je prenne du temps pour apprendre sur la Bible, des choses comme ça. Donc en 2014, je suis parti en Corée du Sud. Un peu aussi, je pense, en quête d'identité, parce que je me disais que je suis toujours coréen, mais je ne suis jamais allé en Corée du Sud. Et je pense que la seule chose où est-ce que je me sens bien dans la Corée du Sud, c'est la nourriture. Il n'y a pas d'autre chose à laquelle je me vois dedans. Mais en 2014, je m'en vais en Corée du Sud, puis je me suis dit, je vais aller étudier, je vais prendre un an de transition, tout ça. Et dans cette année-là, je ne me suis jamais aussi senti québécois de toute ma vie. Il y a eu bien des moments dans ma vie, là, mais celle-là, c'était le plus fort. Dans ma tête, c'est comme, je vais être chez nous, ça va être ma gang, ça va être mon monde, c'est ma famille, mon sang. Rien de ça. Là. Je me suis senti comme un étranger pur. Là. J'étais comme, OK, là, moi, je suis un Québécois. Je m'en fous de ce que le monde dit. Je m'en fous de ce que ma face me dit. Je suis un Québécois 100%. Tu sais. Puis, ça m'a aidé un peu. Ça m'a aidé de me dire, de savoir qui j'étais. Et comme par hasard, on dit c'est un hasard, le thème de l'année à l'école biblique, c'était sur l'identité. Notre identité en Jésus. Puis, comment est-ce qu'on peut vivre cette identité-là au quotidien?
Et j'avais un désir cette année-là de faire une différence. Je voulais qu'on fasse quelque chose pour l'école, mais aussi pour où est-ce qu'on était. Florian, j'ai une petite photo. C'est de la Corée du Sud. Non, next. Encore? Là, tu vois, reculons. C'est la map. C'est une map. Excuse-moi. Donc, ceux qui ne connaissent pas la Corée du Sud, il y a la Corée du Sud, le mainland qu'on appelle, puis la petite île en bas, là, c'est Jeju Island. Ça, c'est une petite île qui est à 2 heures, qui est centrale en Asie. C'est à 2 heures de Taïwan, de la Chine, du Japon, à 1 heure du mainland. Puis notre école était là. Ça, cette île-là, c'est l'île la plus touristique en Corée du Sud. 10 millions de touristes par année. Et par chance, on a comme une école biblique avec Word of Life là-bas. Et Word of Life, c'est l'un des plus gros ministères jeunesse au monde. Et l'un des plus gros problèmes avec cette île-là, c'est que les jeunes quittent l'île pour aller sur le mainland pour leurs études et des choses comme ça. Et il y a en ce moment, à cette île-là, au-dessus de 400 églises évangéliques. Mais 400 églises avec une moyenne d'assistance de 40 à 50 personnes. 3 à 4 jeunes par église qui sont là. Et là, moi, je vois ça. Et là, le professeur nous dit qu'il y a un problème de jeunesse ici. Les gens s'en vont. Il n'y a personne qui prend soin d'eux. Les leaders sont brûlés. Ils ont la misère. Et moi, je suis assis avec mes camarades. On est 25 étudiants qui ont beaucoup de temps libre. Et là, je vais voir le directeur. Je dis, là, tu me dis qu'on est l'un des plus gros ministères jeunesse au monde. Et que l'île ici a un gros problème avec les jeunes qui quittent et que personne ne prend soin d'eux. Puis qu'on ne fait rien. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc là, je vais vous dire des termes que vous êtes sûrement familiers. Ici, à Gatineau, vous avez commencé quelque chose qui s'appelle Momentum, un rassemblement jeunesse régional que vous faisiez. On a fait ça à Montréal, j'ai trippé sur l'idée, j'ai fait « Wow, quelle idée incroyable pour un lieu comme au Québec où on a besoin de se rassembler en tant que chrétien parce qu'on n'est tellement pas beaucoup. » C'est la même chose là-bas, c'était identique. Donc là, on a commencé, j'ai pris le même nom, je n'ai pas demandé la permission, je suis vraiment désolé. J'ai dit, on va appeler ça Momentum, Jeju Island, puis on va commencer quelque chose. La première soirée, on avait comme 3 jeunes de l'église sur ce qu'on servait. Et ce ministère-là, on le faisait à chaque mois, puis à chaque mois, ça grandissait. On a fait ça 6 fois, puis à la fin, on était rendu une centaine de jeunes. Mais des jeunes non chrétiens, là. On allait littéralement dans les écoles, puis on passait des flyers. J'écrivais tout mon texte en anglais, puis je disais à mes collègues, traduisez-le s'il vous plaît, il faut qu'on propage ça, là. J'avais aucune idée des contextes culturels, je m'en foutais un peu. Il faut le faire, on est en crise, puis dans ma tête, le monde finissait à la fin de mon année. Donc après ça, là tu peux mettre juste 3 photos avant, Florian. Merci beaucoup, Florian. Je t'avais dit qu'il était en ordre, mais c'était un mensonge. Je suis désolé. Donc là, on a commencé Momentum, puis ça l'a vraiment pogné. Dans le fond, toute l'école biblique maintenant était rendue que ça, c'était le ministère principal de l'école. Ils font maintenant, je pense, 6 rassemblements d'une journée au complet avec plein de jeunes de l'île. Puis maintenant, ils font des camps. Ils font un camp d'hiver de 1 semaine, puis un camp d'été. Et là, c'est la première fois. Ça fait 6 ans de ça maintenant. Puis aujourd'hui, ils ont des jeunes qui sont convertis là, puis qui là sont rendus des étudiants, puis ils servent maintenant dans Momentum. Et c'était rendu un ministère qui a fleuri, puis moi, après ce ministère-là, je me suis dit, tu peux mettre la prochaine photo. Je me suis dit, on fait ça au Québec, on fait ça à Mascouche, on fait ça quand je revenais. Dans le fond, quand je suis revenu de l'école biblique, j'ai fait un stage d'1 an qui a duré 4 ans à Terrebonne-Mascouche, dans la jeunesse. Puis mon objectif, c'est de créer un ministère jeunesse qui faut répondre aux besoins des gens, aux besoins de nos jeunes, d'aider les parents dans tout ça. Et c'était quelque chose de vraiment important pour moi. Là, je ne sais plus, il me reste combien de temps. Je suis vraiment désolé. Ça marque 35 minutes, fait que je vais le prendre. Je pense que vous n'avez pas commencé le timer. Donc, peux-tu mettre la prochaine slide qui s'est marqué « J'aime mon voisin » dessus? Dans le fond, on a fait commencer à faire « J'aime mon voisin » à Terrebonne-Mascouche avec nos jeunes. On a commencé à être en mission dans la communauté. C'était vraiment ça, un de nos objectifs avec la jeunesse. On voulait vraiment rejoindre notre communauté. On faisait à ce temps-ci, là, au mois d'octobre, j'aimais faire les ramassages de feuilles. C'était vraiment dur de convaincre des gens qu'on fait des choses gratuitement dans la vie. J'ai comme dans ma tête, si quelqu'un vient chez nous et dit « Hey, je peux-tu ramasser tes feuilles gratuitement? » sans problème, vas-y. Mais
il y a quelque chose dans la société qui disait comme non, mais c'est quoi l'arnaque, tu sais? Nous autres, c'était comme, mais non, nous autres, on est une gang de jeunes, puis on va redonner à la communauté, puis parce que Jésus nous a aimés, tu sais. Ça faisait vraiment des super bonnes conversations. Et j'étais arrivé à Mascouche dans une transition vraiment similaire à ce qu'on vit ici en ce moment. Le pasteur jeunesse, dans le temps, il était pasteur jeunesse, puis il était devenu responsable de la mission des comités missionnels. Et là, quand Dominique me disait ça, j'étais comme « Wow, man, je vois beaucoup de similitudes, mais je vois aussi tous les défis qu'on a eus quand on a fait cette transition-là. » Et ça fait déjà des semaines, des mois qu'on se partage tous ces besoins-là et tous ces défis de transition-là qu'on a eus. Et l'un de mes rêves, un de mes rêves pour les jeunes aujourd'hui au Québec, c'est tous les jeunes au Québec puissent rencontrer Jésus d'une n'importe quelle façon. Que chacun de nos jeunes puisse être des ambassadeurs et puisse être des formateurs de disciples. Où est-ce qu'ils sont en ce moment? Le secondaire, c'est l'une des périodes les plus importantes de leur vie. La période de leur vie où ils sont en contact avec tellement de non-croyants, tellement de leurs amis sont là. Et quand je repense à moi, quand j'étais au secondaire, un de mes plus gros regrets, c'était de ne pas avoir partagé l'Évangile assez avec mes amis. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus difficile de les rejoindre, de rentrer en contact avec eux. Mais mon rêve, c'est que tous nos jeunes puissent prendre cette opportunité-là, puis qu'on puisse les former, qu'on puisse les accompagner dans tout ça. Et c'est vraiment un rêve pour moi de... Normand me posait la question, c'est où que tu vois la jeunesse d'ici 5 ans? Puis moi, je suis un gars qui rêve beaucoup, puis j'aime pas ça me limiter à nos capacités humaines dans nos rêves. Parce que le ministère, c'est quand même l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre, c'est le ministère de Dieu, c'est son Église. Et moi, j'ai dit, moi, pour vrai, je rêve qu'on soit 1000 jeunes à l'Église de Sentier. C'est un rêve comme... Je vois des écoles secondaires de 3 000 à 4 000 personnes. Là, c'est faisable de rentrer du monde. Mais je vois vraiment qu'on puisse vraiment mettre en place, former nos leaders pour qu'on puisse rejoindre la communauté puis saturer Gatineau. Moi, si je suis ici aujourd'hui, devant vous, c'est que moi, j'ai écouté Normand, quand il a parlé au mois de janvier sur la vision pour les 5 prochaines années de Gatineau. De saturer Gatineau, de saturer, puis d'aider la francophonie. Moi, c'est quelque chose dans quoi j'embarque, puis qui m'a vendu, pour eux. C'était le premier pas, je pense, après ma conversation avec Dominique, pour dire, ils sont rendus où Gatineau dans tout ça? Et moi, c'est ça qui m'a vendu. Je fais, OK, je veux embarquer là-dedans. Je veux faire partie, je veux faire mon petit 2% dans l'avancement du royaume à Gatineau. Je veux faire ma part dans tout ça. Et ma part, je pense qu'aujourd'hui, c'est de rentrer dans le ministère jeunesse, puis par expérience de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, faire ça avec l'équipe pastorale, mais aussi avec tous les membres ici, puis surtout nos leaders jeunesse. Pour moi, c'est super important. Puis, je pense qu'on va avoir la chance que le 8 novembre, que vous posiez plein de questions. J'aurais voulu vous répondre ici maintenant, mais je vais inviter Normand, je pense, pour finir. Je suis vraiment désolé si j'ai dépassé mon temps. Donc c'est ça. Moi, j'ai un rêve pour les jeunes. J'ai un rêve de voir nos leaders équipés des jeunes au Québec, mais pas juste pour Gatineau. Moi, je suis impliqué avec Dominique King dans le projet de Mouvement Jeunesse. On équipe nos leaders, on fait des podcasts, on aide nos leaders jeunesse partout dans la province à les aider à être des bons leaders, des meilleurs leaders dans ce qu'ils font. Puis moi, je suis vraiment juste honoré d'être ici avec vous ce matin, puis je pense qu'on va avoir le temps d'apprendre plus à se connaître dans les prochaines semaines. Amen. Merci beaucoup. Hey, hein? Merci beaucoup. Bien. Hey, c'est vraiment bon. On veut certainement, non, reste là, on va juste prier pour toi et puis on va inviter les musiciens à s'approcher, si vous voulez bien. Puis pendant que les musiciens approchent, on est vraiment... tu parlais, tu sais, comment... En fait, tu as révélé ton cœur, comment tu te cherchais, puis ton identité, tout ça. Il y a combien de gens autour de nous autres, là, tu sais, qui ne savent pas, ils n'ont pas mis le doigt là-dessus. Toi, tu as quand même un héritage de 5 générations, tu pouvais, tu sais... Mais nous, on a besoin justement de sortir et de communiquer ce beau message-là aux gens autour de nous. Et c'est justement notre vision, comme tu le mentionnais, à l'Église, de pouvoir aller saturer toute notre belle ville autour de l'Évangile. L'autre jour, ma femme et moi, on a décidé de prendre une marche, puis dans notre quartier, puis juste à 3-4 maisons à côté de chez nous, il y avait une femme qui était là, et puis elle était en train de ramasser ses feuilles. Et puis, c'est une nouvelle femme, c'est la première fois qu'on la voyait. Alors, quand on a passé, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Alors, quand on l'a vue, on lui a dit bonjour, puis elle nous dit « Bonne action de grâce ».
Joyeuse action de grâce. Alors, on lui a dit que le Seigneur vous bénisse, madame. Alors, la femme était toute surprise, elle nous regarde, elle dit, bon sang, on n'entend pas ça souvent ici. Et puis, on a pu commencer à jaser, tout ça. Et puis, on a vu que c'était une femme qui était seule, elle venait de déménager. Elle a eu quelques épreuves dans sa vie, c'était évident, il y a des choses qui se sont passées. Elle se retrouve toute seule et a déménagé, elle vient d'Elmer, puis elle est rendue dans notre coin. Puis, elle partageait qu'il y avait plusieurs, elle trouvait ça difficile, elle avait des besoins. Alors, on lui a offert de l'aide. Et puis, j'ai téléphoné mon copain Sébastien, puis on est allé cette semaine. On a réglé une couple d'affaires, des meubles et tout ça. Et c'est ça qu'on veut. On veut répandre de l'amour autour de nous autres, montrer aux gens autour de nous, ici à Gatineau et dans la francophonie, que Jésus les aime. On veut leur communiquer comment tout ce que Jésus a fait pour eux et pour nous. Et comment Jésus est allé à la croix, puis a pris notre place à la croix pour justement nous réconcilier avec Dieu. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Alors, on est excités d'avoir Sergueï et Dieu voulant, il va s'ajouter à notre équipe. Et on pourrait peut-être juste se courber un instant pour prier pour cette décision qu'on a besoin de prendre ici au sein de l'Assemblée. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier de tout le parcours de notre frère Sergueï et son épouse, Kelsey. Merci pour cette belle famille, leurs enfants. On prie que tu puisses les bénir abondamment, que tu puisses les diriger, que tu puisses nous conduire, nous aussi, que tu puisses te révéler ta volonté, Seigneur, pour l'embauche de notre cher frère. Merci pour son amour pour toi. Merci pour son amour pour la jeunesse. Et Seigneur, certainement, on veut voir notre jeunesse venir à toi. Il y a plein de jeunes, des milliers de jeunes, comme Sergueï le disait, et ils ont besoin de venir à toi, Seigneur, te connaître et te découvrir. Alors, on te prie que tu puisses bénir abondamment le ministère de Sergueï, nous diriger dans la réunion d'information, la réunion d'affaires. Et que ton nom soit glorifié parmi nous et que le beau nom de Jésus soit répandu partout autour de nous dans la francophonie. Au nom de Jésus. Amen.